Bonjour tout le monde, bienvenue à cette webconférence organisée par Agiro, webconférence qui porte sur la problématique des selles de Vaury, donc un sujet tout à fait à propos dans la saison hivernale. La façon que la rencontre va se dérouler, je vais faire une brève présentation de moi-même, ensuite de notre conférencière invitée, Madame Isabelle Fournier. Et je vais faire une petite introduction au sujet qui sera traité aujourd'hui par Madame Fournier, la mise en contexte de son projet de recherche qu'elle va nous présenter. La présentation de Madame Fournier prendra à peu près une trentaine, 35-40 minutes selon les cas. Et ensuite, nous aurons le temps pour une période de questions d'environ 15 à 20 minutes. Et on vous invite d'inscrire vos questions dans le chat du Facebook Live. Je me présente, je suis Sonia Bémel, je suis coordonnatrice scientifique chez Agiro, parmi d'autres chapeaux, comme étant aussi la PDG, la présidente de Watershed Monitoring et Watershed Monitoring Europe. Je suis également professeure associée à l'INRS et à l'Université Laval. Et je porte plusieurs chapeaux à différentes organisations visant la protection de l'eau, autant à l'échelle locale qu'à l'échelle internationale. Notre invitée aujourd'hui, c'est Madame Isabelle Fournier. Elle a un baccalauréat en biologie de l'Université de Rimouski. Elle a ensuite fait une maîtrise en sciences de l'eau à l'INRS et elle est sur le point, et vraiment sur le point, de terminer un doctorat à l'Université Laval sous la direction de Warwick Vincent et Rosa Galvez. Et si je dis sur le point, c'est qu'elle fera sa soutenance de thèse d'ici une semaine. En fait, Madame Fournier va nous entretenir un peu sur des effets des selles de Vaury sur les biologiques. Et je vous explique un peu dans quel contexte son projet de doctorat ou les résultats de son projet aujourd'hui s'insèrent. Agiro, depuis l'étude limnologique sur le haut bassin versant de la rivière Saint-Charles qui a été réalisée avec Agiro et plusieurs partenaires universitaires dans le bassin versant, on a détecté des problèmes de plus en plus grandissants de selles de Vaury dans les lacs et rivières, notamment dans le lac Clément, à proximité de Québec, mais aussi de plus en plus d'influence des selles de Vaury dans le lac Saint-Charles, dans le lac Beauport, dans toutes sortes de lacs affectés à différentes mesures. On a également détecté une augmentation, une hausse constante des selles de Vaury à l'entrée, à la prise d'eau potable principale de la Ville de Québec, soit l'UTE de Québec. En fait, ce qui était inquiétant sur le coup par rapport à ces changements qu'on a vus, c'est qu'on s'est posé la question à quel point est-ce que les concentrations de sels de Vaury peuvent avoir un effet sur les lacs. Et notre premier instinct, c'était de voir quel est l'effet sur l'effet physique sur le lac. C'est-à-dire que plus qu'on a des sels, plus qu'on va augmenter la densité de l'eau et plus que cette densité de l'eau dans les lacs peut affecter sa capacité de se mélanger avec la force des vents au printemps ou à l'automne, ce qui a après ça un effet sur tout le reste de l'écosystème du lac. Donc ça, c'est des éléments qu'on a discutés, qu'on a étudiés et effectivement, il y a un effet certain sur les lacs par rapport à la concentration de sels de Vaury, des effets physiques sur le lac. Ce qui était un peu moins connu pour nous et sur lesquels on se posait beaucoup de questions, c'est quel est l'effet des concentrations des sels de Vaury sur le biologique, sur toute la chaîne trophique. Sachant qu'il y a de plus en plus de questions qu'on se pose au niveau de l'Europe, mais de plus en plus aussi au Québec, au Canada, c'est un peu la question sur l'intégrité écologique des milieux. Et le premier élément qu'on regarde tout le temps, à savoir est-ce qu'on dépasse un critère de la qualité de l'eau, c'est qu'on va aller chercher les exemples des critères de qualité de l'eau que le ministère de l'Environnement au niveau provincial ou au niveau fédéral nous propose et de se questionner est-ce qu'on est en deçà ou au-delà de ces seuils-là. Mais après, la question, c'est aussi de se poser, ces seuils-là ont été déterminés pourquoi? Basé sur quoi et qu'est-ce qui nous indique réellement? Est-ce que c'est vraiment des indicateurs qui sont à propos par rapport à un problème sur lesquels on se penche?
Alors, c'est là-dessus que Mme Fournier va nous entretenir parce qu'elle nous a approchés avec M. Warwick-Vincent en 2015, à savoir, est-ce qu'il y a un intérêt de collaboration de la part d'Agiro pour comprendre davantage les effets de sel de voirie sur les milieux aquatiques. Et étant donné qu'on était justement en pleine questionnement par rapport à ces effets-là, notamment à cause de la mise en service de l'autoroute ou la route 173 vers le parc des Laurentides qui a amené 1000 tonnes de sel de voirie de plus par hiver dans le bassin versant du lac Saint-Charles et qu'on avait des énormes inquiétudes par rapport aux effets immédiats et long terme de ces nouveaux apports de sel de voirie sur le lac Saint-Charles notamment. Donc, c'est des éléments que Mme Fournier a étudiés. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Fournier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Donc, je vais vous partager un petit PowerPoint que j'ai fait pendant que je parle. Donc, aujourd'hui, on va parler ensemble de sel de voirie, comme Sonia vient de le décrire. Et on va commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'un sel de voirie. Je vais juste enlever ça. OK, on va voir. Les sels de voirie, c'est les sels qu'on épand sur les routes en hiver pour faire fondre ou prévenir la formation de la glace. On les utilise aussi parfois en été ou quand ce n'est pas l'hiver pour abattre la poussière sur les chemins de terre. Le principal sel qu'on va utiliser au Québec, c'est le chlorure de sodium. Et c'est aussi pas mal le principal sel utilisé partout dans le monde. Il va y avoir aussi un peu de chlorure de calcium, principalement parce qu'il est plus efficace que le chlorure de sodium quand il fait froid. Le chlorure de sodium, c'est la même chose que le sel de table. C'est juste qu'il est sous une forme plus grossière et moins pure, donc il contient un peu plus de contaminants, comme des métaux par exemple. Le problème avec toutes ces sels-là, c'est la composante chlorure. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais surtout parler des chlorures qui viennent des sels de voirie, car c'est une source qui est très importante. Comme Sonia l'a dit, on parle en millions de tonnes, là. 1000 tonnes de plus dans le bassin versant, mais à l'échelle du Québec, on parle d'1,5 million de tonnes par année sur les routes. Donc, c'est une source très importante, mais ce n'est pas la seule. Et il en existe d'autres. Notamment, on parle des adoucisseurs d'eau, des systèmes de spa et de piscine au sel, de certains fertilisants et des produits utilisés dans les usines de traitement d'eau usée. Les ions chlorure, ils vont avoir des effets négatifs sur les infrastructures autour et sur les routes sur lesquelles on les épand. Donc, ils vont endommager la chaussée, ils vont causer des dommages dans les structures de béton armé et ils peuvent corroder aussi les voitures. Au niveau environnemental, l'effet qu'on remarque le plus, c'est celui sur la végétation en bordure de route. Donc, on a tous vu cette bande-là de feuilles mortes à hauteur d'où la slush que les voitures envoient quand ils roulent sur la route. Il y a d'autres effets auxquels on pense un peu moins. Ici, vous demandez peut-être pourquoi il y a un orignal dans ma présentation, mais en fait, les grands mammifères comme les orignaux ou les chevreuils sont attirés par le sel qu'on met sur nos routes puis qu'on a sur nos voitures parce qu'ils en ont besoin dans leur alimentation, mais que les sels, c'est extrêmement rare en milieu naturel. Donc, ils vont venir le chercher dans les sources les plus abondantes qui sont nos routes. Et l'image qu'on voit là, c'est une image qui est dans le parc national Jasper en Alberta qui demandait aux automobilistes de ne pas laisser les orignaux lécher leur voiture parce que ça fait des risques de collision avec les voitures de les laisser s'approcher de la route. Le principal problème, même si tout ça, c'est des problèmes, le principal problème avec les ions chlorure, c'est que les sels de voirie, une fois qu'ils sont dans l'eau, ils vont se dissoudre. Un peu comme du sucre qu'on mettrait dans notre café. Donc, le sucre, quand on le met dans notre café, on ne peut pas le reséparer après. Il ne reste pas de petits morceaux. C'est la même chose avec les sels de voirie. Et de ce fait-là, il va pouvoir se déplacer partout où l'eau va aller. Donc, on ne va plus seulement le retrouver en bordure des routes où on les épand, on va aussi le retrouver dans les sols, dans l'eau souterraine, dans les rivières, dans les lacs.
et éventuellement dans le robinet d'eau potable à la maison. Nous, on est chanceux. Pour les humains, les ions chlorure, ce n'est pas toxique. Il existe un seuil quand même à ne pas dépasser dans l'eau potable, qui est de 230 mg de chlorure par litre. Je vous donne juste le chiffre comme ça pour votre information. Mais ce n'est pas un seuil qui est dangereux, c'est juste que c'est le seuil qui a été déterminé à partir duquel on commence à goûter le sel dans l'eau. Et ça, c'est juste pas bon, mais ce n'est pas dangereux. Si nous, on est chanceux en tant qu'humains, les organismes qui vivent dans nos lacs et nos rivières, eux, le sont un peu moins. Et on va parler de ça, mais avant, je voudrais refaire une petite mise en contexte pour compléter celle de Sonia sur comment on en est venu à mettre en place les critères de protection de la vie aquatique. Donc, au Québec, on utilise les sels de voirie depuis les années 50-60. Puis, chaque année, on épand, comme je disais, environ 1,5 million de tonnes sur nos routes. Dès les années 90, on se demandait déjà si les sels à base de chlore pouvaient avoir un impact quelconque sur l'environnement, puis s'ils pourraient être considérés comme toxiques par la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, cette loi-là, on la connaît mieux sous l'acronyme LQE. C'est une loi fédérale qui chapeaute beaucoup de choses, dont la qualité de l'eau. Les produits chimiques qui sont considérés comme toxiques par cette loi-là, ils sont suivis avec plus d'attention que les autres produits chimiques et ils ont aussi des règlements. Et en cas de non-respect des règlements, comme de n'importe quel règlement, on peut mettre en place des sanctions, comme des amendes, puis ça nous fait des moyens de pression, des leviers pour faire respecter des critères qu'on mettrait en place. À la fin des années 90, il y a Santé Canada puis Environnement Canada qui ont été mandatés de voir si on devait ajouter les sels de voirie à cette liste-là. Et ils ont conclu que oui. En 2001, ils ont mis un rapport qu'ils ont conclu que oui. Par contre, réglementer l'utilisation des sels de voirie s'est avéré complexe, malheureusement contesté, et l'idée a été complètement abandonnée. Ce qui fait qu'en 2021, aujourd'hui, il n'y a aucune loi ni aucun règlement, malgré les recommandations d'Environnement et Santé Canada, qui encadrent l'utilisation des sels de voirie, ni au Québec, ni au Canada. La conséquence la plus importante de ça, c'est que tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut et on n'est pas obligé de déclarer les produits qu'on utilise, les endroits où on les utilise, puis les quantités qu'on utilise. La règle générale, c'est que les mandats sont donnés pour qu'il n'y ait pas de sel, pas de glace, je veux dire, et on s'arrange un peu comme on veut pour qu'il n'y ait plus de glace. Et ça, c'est vrai au public et au privé. Donc, c'est vrai dans l'entrée de votre maison, mais c'est vrai sur les routes du Québec aussi. Ça rend la gestion des sels de voirie un peu difficile, notamment pour les scientifiques comme ceux qui travaillent à Géo, puis qui aimeraient ça calculer des valeurs, identifier des pratiques à améliorer, des endroits où il faudrait faire plus attention. Ça rend aussi les conseils et les revendications plus difficiles aux élus, puis parfois trop général pour être entendu comme il faut. Le ministère des Transports, lui, qui déglace notamment les autoroutes, a un meilleur suivi de quoi, où et combien ils pendent de sel et coordonne un projet qui incite les villes à calculer leur utilisation, à développer des plans de réduction de sel de voirie et de mettre à jour leurs installations et leurs équipements. Mais tout ça, ça se fait seulement sur une base volontaire. Malgré tout, les gouvernements ont aussi mis en place deux éléments importants qui concernent la gestion des sels de voirie. Le premier, c'est des guides, comme ici on voit le Code de pratique pour la gestion environnementale des sels de voirie, qui est un document fédéral, qui est utile surtout pour les villes, dans le même principe que la stratégie québécoise pour une gestion environnementale des sels de voirie dont je parlais pour s'inscrire avec le ministère des Transports. Et le deuxième élément qui a été mis en place, c'est les critères de protection de la vie aquatique. Ces critères-là, c'est un peu, on peut le voir comme des valeurs maximales qui ont été suggérées, qu'il ne faut pas dépasser. Puis, normalement, tant qu'on est en dessous de ça, on est correct.
C'est un peu l'idée des critères de façon générale, c'est-à-dire on ne veut pas dépasser ce seuil-là parce qu'après, on sait qu'il va avoir des effets négatifs. On distingue deux seuils, donc on va distinguer le seuil aigu du seuil chronique. Le seuil aigu, c'est pour prévenir, disons, une surdose quasi instantanée. Là, on parle de quelques heures à quelques jours. Si on prend un exemple pour l'humain, pour faire un overdose de chocolat, il faudrait manger 900 barres de chocolat en une journée. Okay, c'est beaucoup. C'est souvent le cas avec les doses aiguës. C'est des grandes quantités de quelque chose qui semble un peu réaliste, mais il y a des seuils comme ça pour les clovers aussi. Le seuil chronique, c'est pour les effets à long terme. Ce serait, par exemple, combien de cigarettes il faut fumer chaque jour pour mourir, ou du moins pour ne pas mourir dans 20 ans d'un cancer du poumon. Et ce serait ça, un seuil chronique. Les questions donc auxquelles je vais m'attarder pour le reste de la présentation, c'est quels sont ces critères-là pour les selles de voirie, comment est-ce qu'ils ont été calculés et est-ce qu'ils protègent adéquatement nos lacs et nos rivières? Et sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et même si oui, quelles sont les alternatives pour éviter de les atteindre, ces seuils-là? Donc, la première question, quels sont les seuils? Les deux paliers de gouvernement fédéral et provincial n'ont pas les mêmes seuils. Le gouvernement du Québec a un seuil chronique à 230 mg de chlorure par litre, puis un seuil aigu à 860. Et le gouvernement du Canada a un seuil chronique à 120 et un seuil aigu à 640. Maintenant, ces chiffres-là sont intéressants, mais pas vraiment si on ne les met pas en contexte un petit peu. Moi, je connais beaucoup les valeurs, mais peut-être que vous un peu moins, donc on va mettre ces chiffres-là en contexte. Dans les lacs et les rivières au Québec, en fonction des régions, on retrouve environ moins de 1 mg à 7 mg de chlorure par litre. Les valeurs les plus élevées, donc autour de 7-10 mg, sont retrouvées dans les basses terres du Saint-Laurent, donc le long du Saint-Laurent puis autour de la région de Montréal. Puis les valeurs les plus faibles vont être retrouvées dans le bouclier canadien, soit presque la majorité du reste du Québec. Le bassin versant de la prise d'eau potable de la rivière Saint-Charles à l'UTE, comme parlait Sonia tout à l'heure, est dans le bouclier canadien. Selon les données de ma thèse, cette valeur-là à Québec serait environ de 0,3 mg de chlorure par litre. Ça, c'est un endroit qui ne serait pas impacté du tout. Maintenant, si deux lacs que Sonia a parlé, donc on peut remettre en contexte ici aussi, le lac Saint-Charles, on a 30 mg de chlorure par litre. Ça reste 100 fois plus important qu'un milieu non impacté. Donc, clairement, on voit que le lac Saint-Charles est impacté, mais il reste clairement en deçà des seuils chroniques. Donc, normalement, tout est sous contrôle. Le lac Clément, qui est un peu moins adéquat, c'est-à-dire que lui, il retrouve 120 mg par litre, des fois même plus, et il flirte avec ou il dépasse le seuil chronique canadien et on peut peut-être se dire qu'il y aurait des problèmes au lac Clément. Maintenant, si je vais à l'autre extrême puis que j'ajoute l'océan sur mon graphique, l'océan, on parle de 17 000 mg par litre. Donc là, on vient carrément de changer d'ordre de grandeur. C'est juste quelque chose qui n'a rien à voir. Donc, quand on parle de seuils qui sont dangereux pour la vie aquatique, ce n'est pas dangereux pour la vie aquatique de façon générale. C'est-à-dire qu'il y en a des organismes qui vivent dans l'océan, ils s'en sortent très bien à ces concentrations-là. Ce qu'on parle comme critères ici, c'est les critères pour les organismes d'eau douce seulement. Maintenant, notre deuxième question qui nous appelle, c'est quoi ces seuils-là? Comment ils ont été calculés? D'où ils viennent? Pour développer des critères comme ça, les chercheurs se basent sur des informations qui sont disponibles dans la littérature, c'est-à-dire sur les résultats d'expériences scientifiques qui ont été menées par des scientifiques et qui ont été validées par leurs pairs, c'est-à-dire par d'autres scientifiques. Ces études utilisées pour calculer les critères, c'est des études de laboratoire où des organismes ont été exposés à des concentrations plus ou moins grandes de chlorure pendant plus ou moins longtemps. En toxicologie, ces expériences-là
permet de calculer une valeur très importante qu'on appelle la CL50, ou concentration létale à 50%, qui est en gros la concentration à laquelle 50% de la population est morte des résultats de l'exposition. Pour les tests aigus, on parle généralement de quelques heures à 3 jours maximum, et pour les tests chroniques, de 3 jours ou plus, mais ça va rarement au-dessus d'une semaine. Calculer la CL50 par les tests de toxicité, c'est une façon classique, standard, de déterminer si les organismes sont ou pas sensibles aux contaminants. Toutes les espèces n'ont pas la même tolérance, et plus l'espèce est tolérante, plus sa CL50 va être élevée. Quand on regarde dans la littérature, on prend le plus de CL50 possible qu'on peut trouver pour les chlorures. Puis on fait une valeur qui en protège soit toutes, soit le plus possible, en se basant sur ce qui est réaliste de mettre en place par rapport aux concentrations qu'on observe dans l'environnement. Et c'est comme ça qu'ont été déterminés les critères pour les chlorures. Le mot important ici, ou ce que je veux mettre de l'avant, c'est que ces critères-là ont été déterminés pour les espèces dont on disposait des études en laboratoire sur les tests de CL5, pour les tests de toxicité qui avaient des CL50 calculés. Et ça, c'était au moment où les seuils ont été déterminés au début des années 2000. Ces seuils-là, ils sont utiles pour avoir une idée si un environnement est complètement inadéquat ou si on est encore loin de s'attendre à des effets négatifs. C'est une bonne règle du pouce pour savoir si un lac ou une rivière est correct ou à risque. Mais il y a plusieurs raisons qui font en sorte que ces critères-là, on ne devrait pas les interpréter comme tout ce qui est en dessous est correct. Et on s'attend à ce que tout ce qui est au-dessus soit mal. Ça, c'est normal, ça a été pensé pour ça. Mais ça l'a pas pensé, c'est pas développé comme tout ce qui est en dessous est correct. Parce qu'ils n'ont pas tout testé. Les expériences de laboratoire se font en milieu contrôlé où tous les autres aspects de la vie des organismes, donc leur nourriture, leur température, leur lumière, tout ce qu'ils ont besoin d'autre est correct. C'est quelque chose qui nous permet d'isoler les effets des contaminants. C'est voulu, c'est nécessaire pour comprendre c'est quoi l'effet des contaminants sur les espèces, l'effet seul du contaminant. Par contre, la vie des organismes en milieu naturel, ce n'est pas contrôlé. Et puis, ils vont être soumis à beaucoup d'éléments stresseurs en plus des chlorures, ces organismes-là. Ils vont être exposés à d'autres contaminants, ils vont avoir des prédateurs, des parasites, des infections, leur température ne sera pas adéquate, il va peut-être manquer de nourriture, etc. Puis chaque stresseur va demander de l'énergie aux organismes pour se défendre. Et comme l'argent, l'énergie, c'est pas infini, ok? C'est une ressource limitée. Donc, toute l'énergie que l'organisme de laboratoire pouvait dépenser pour se battre contre les chlorures, en milieu naturel, il doit la diviser parmi toutes ces autres tâches-là, tous ces autres stresseurs-là. Donc, l'organisme de laboratoire, on observe souvent qu'il est beaucoup plus tolérant aux contaminants que l'organisme en milieu naturel, ce qui fait en sorte que les CL50 qui sont calculés sont un petit peu trop élevés. Elles sont trop élevées par rapport aux tolérances des organismes en milieu naturel. Une autre raison importante pour laquelle les seuils ne devraient pas être interprétés comme tout ce qui est en dessous est correct, c'est que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ils n'ont pas pris toutes les espèces en compte. Ce n'est pas possible de prendre toutes les espèces en compte. Une contrainte majeure, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces, même qu'on ne sait pas comment entretenir au laboratoire. On ne peut pas la faire survivre dans un laboratoire, donc ce n'est pas possible de faire des tests dessus. Et là, par exemple, ça, c'est les données pour les calculs des critères canadiens pour les selles de voirie. Ils ont testé 6 espèces de poissons pour le critère aigu, 3 espèces pour le critère chronique. Mais juste au Québec, et je ne sais pas combien il y en a au Canada, mais juste au Québec, il y en a 118 espèces de poissons. Et tous ces poissons-là n'ont pas les mêmes tolérances
Il y en a qui sont très tolérants, d'autres qui ne le sont pas du tout. Et en plus, il y a certains groupes d'organismes, comme les microalgues et les bactéries, sur lesquels il n'y avait quasiment aucune information prise en compte pour les critères. Et ça a été une partie de ma thèse, de voir c'était quoi les impacts sur les microalgues et les bactéries. J'en parlerai pas en détail aujourd'hui, mais ça va me faire plaisir d'en parler si ça vous dit après. Donc, si je fais juste un petit résumé ici, les critères de protection de la vie aquatique sont basés sur les données qui sont disponibles dans la littérature, sur des expériences de laboratoire pour calculer des CL50 et où seulement quelques espèces et pas d'autres stresseurs sont considérés. Les critères sont utiles, je le répète encore, pour savoir si on devrait s'inquiéter ou pas pour la survie, le bien-être des organismes qui vivent dans nos lacs ou dans nos rivières. Mais on ne devrait pas les interpréter nécessairement comme tout ce qui est en dessous est correct. Maintenant que j'ai dit ça, mais est-ce que finalement, est-ce qu'ils les protègent ou pas, nos organismes, ces critères-là? Qu'est-ce qu'on fait si on décide qu'on ne peut pas se fier sur ces critères-là? Donc, c'est une question reliée à ça, à laquelle moi je m'intéresse et à laquelle beaucoup de scientifiques s'intéressent, c'est comment on fait pour savoir en milieu naturel si un lac ou une rivière est impacté, puis qu'est-ce qu'on peut faire après. Pour faire ça, il existe deux grandes techniques. La première, c'est la technique de mésocosme. Les mésocosmes, c'est un compromis entre le laboratoire puis le milieu naturel. Donc, ça nous permet, c'est comme des petites piscines, là, on le voit ici, des petits bassins, des petites piscines. Leur volume varie environ d'une centaine à un millier de litres et on peut remplir directement, si on veut, ces bassins-là à partir de l'eau du lac ou de l'eau de la rivière et mettre tous les organismes qu'on veut qui vivent dans le lac ou dans la rivière dedans. Et ça nous permet comme ça, même si on ne sait pas comment les faire survivre en dehors de leur milieu, ben là, ils sont encore à peu près dans leur milieu, fait qu'ils vont survivre. Ils ont leur propre nourriture, ils vont avoir leurs propres prédateurs, ils vont avoir accès à la même lumière que s'ils étaient dans le lac, si on les pose comme on le voit sur des images dans un lac, par exemple, au même cycle jour-nuit, au même vent. Donc, c'est le plus près qu'on peut s'approcher du milieu naturel tout en restant en milieu contrôlé. Donc, on peut faire des tests puis ajouter les concentrations de chlorure et voir qu'est-ce qui se passe sur la concentration de notre propre lac qu'on veut étudier, par exemple. Et ça, sur je recommence ma phrase. Les expériences en mésocosme sur les organismes aquatiques pour évaluer les effets des chlorures, il n'y en a pas beaucoup. Et les résultats sont très variables. Parfois, les différences entre deux expériences en termes de méthode sont très, très petites. Mais c'est suffisant pour que dans une expérience, on conclue que les critères de protection sont bien corrects, puis que dans l'autre, vraiment pas. Puis que dès qu'il y a plus de chlorure que la concentration de référence, c'est un problème, puis on observe une mortalité directement. Et ça, ces différences-là entre des protocoles expérimentaux, c'est petit comparé à toute la diversité d'organismes et de différences qu'il y a entre les milieux naturels au Québec, à l'échelle du Canada, un peu partout. Donc, ça rend l'applicabilité des critères de protection de la vie aquatique un peu limitée. Ce qui est correct pour un endroit n'est pas forcément pour un autre. Et si on veut une réponse plus adaptée, il faut aller au cas par cas, faire un suivi en milieu naturel. Donc, les suivis en milieu naturel, comme fait AGIRO, c'est d'aller mesurer, pour commencer, c'est par ça qu'ils ont commencé à la base, mesurer la conductivité. Donc, la conductivité, c'est électrique. Ça donne une idée de la quantité totale de sel qu'il y a dans une eau. Si on la mesure pendant longtemps, on peut voir si elle reste stable, auquel cas, il n'y a pas de problème. Et si elle se met à changer, de se dire, c'est pas supposé changer beaucoup, ça, la conductivité, comme ça. Donc, si elle se met à changer ou à augmenter, ben là, on peut se demander pourquoi. Donc, on peut prendre des échantillons, les amener au laboratoire, faire des analyses qui coûtent un peu plus cher, puis se demander quels sels sont là, en quelle quantité, pour trouver lesquels sont problématiques.
Si en parallèle des produits chimiques, on a mesuré des variables biologiques, comme par exemple les organismes, puis on a peut-être pu se rendre compte que quand les chlorures augmentaient, il y avait de moins en moins de poissons en même temps. Ça ne veut pas dire que c'est causé par ça. Okay? Parce qu'on ne peut pas, ça c'est le problème des analyses comme ça en milieu naturel, il y a trop de variables autres et qu'on ne peut pas dire exactement que c'est pour ça. Mais on peut mettre les deux en parallèle puis dire que, là, en ce moment, je ne vois pas beaucoup d'autres explications, mais c'est plausible que ce soit causé par ça. Ce que moi, je vois problématique, je pense que c'est le suivi en milieu naturel, ça va vous le dire tout de suite. Peu importe si vous êtes en dessous des seuils des critères de protection de la vie aquatique, si vous mesurez les chlorures, vous voyez des effets, les effets, ils sont là. Okay? On ne sera peut-être pas sûr qu'ils sont causés par les chlorures, mais les effets, ils sont là, donc on va les voir. Mais ça, c'est l'autre désavantage de la méthode, c'est que les problèmes, on va seulement les voir quand on va les voir. Ça fait bizarre à dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va les voir seulement quand ils vont être là. On ne pourra pas les prévenir par le suivi parce qu'on va seulement commencer à voir les problèmes quand on va commencer à voir les problèmes. Donc, les seuils, c'est pratique, ça nous permet d'anticiper puis de se dire, ça c'est la valeur absolue, on ne veut pas aller là. Puis si on n'a pas les moyens de se permettre des suivis sur tous nos lacs, toutes nos rivières, c'est quand même un objectif louable de se dire, on ne va pas dépasser ce critère-là. Ce critère-là nous permet d'être le plus sûr qu'on peut de ne pas avoir d'effets négatifs importants. Mais quand c'est des choses plus importantes, d'un point de vue de la ville, par exemple, comme une prise d'eau potable, là, on peut investir plus d'efforts pour voir s'il n'y a pas des effets avant les critères, parce que c'est possible. Hein. Les expériences l'ont montré, il y en a des effets avant les critères, mais pas partout, pas pour tous les organismes. Fait que du cas par cas, comme ça, quand on peut se le permettre, ça nous permet d'agir avant d'arriver aux critères, dès qu'on commence à voir les effets négatifs. Donc maintenant, que ce soit parce qu'on s'approche d'un critère ou parce qu'on a commencé à voir des effets négatifs sur les milieux, quand on tire l'alarme, qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi les prochaines étapes? Quand est-ce qu'il faut agir? Puis est-ce qu'un jour, il va être trop tard? Est-ce qu'on va toujours pouvoir faire quelque chose ou pas? Cette notion de quand est-ce qu'il faut agir pour espérer mitiger ou renverser même les effets négatifs, c'est très important. J'irais dans le contexte des sels de voirie, c'est important parce qu'ils sont extrêmement difficiles à éliminer une fois qu'on les a épandus. Il y a des choses qui entrent dans l'environnement par ce qu'on appelle des sources ponctuelles. Donc, si c'est un tuyau, par exemple, qui déverse du pétrole, on bouche le tuyau, normalement, notre problème est réglé. Et il n'y en a plus de pétrole. Ça s'attrape à un endroit, on l'attrape à cet endroit-là, il n'y a plus de problème. Mais les sels de voirie, on en épand partout, sur tous les stationnements, dans toutes les entrées de cours, sur toutes les routes, sur tous les trottoirs. On ne peut pas aller le chercher partout tout de suite après. Là. Logistiquement, ce n'est pas possible. Une fois qu'on l'a mis, là, on ne peut pas le récupérer comme ça sur le bord des routes avant qu'il aille dans l'environnement. Il y a certaines installations d'ingénierie qui nous permettent d'attraper les sels comme ça sur le bord des routes. J'en ai, moi, pas vu beaucoup d'installés. Je pense qu'au Québec, il en existe une ou deux, là, comme ça, sur certaines portions d'autoroute, parce que ça coûte cher. C'est complexe à installer, c'est complexe à entretenir, et ça n'a pas une efficacité parfaite non plus. Donc, ces choses-là, il faut les mettre, ces ouvrages d'ingénierie-là, il faut les construire là où les autres options dont je vais parler sont moins envisageables. Donc, par exemple, ce serait quelque chose que je recommanderais sur la portion de l'autoroute 73 qui traverse le bassin versant de la prise d'eau potable de la rivière Saint-Charles, ou du moins celle du bassin versant du lac Clément, qui est le plus à risque en ce moment. Une autre raison pour laquelle les sels de voirie sont difficiles à gérer dans l'environnement, c'est qu'en milieu naturel, on ne peut pas les séparer de l'eau.
Par exemple, le phosphore, il y a d'autres contaminants qu'on peut flocculer. On peut ajouter des produits dans l'eau qui font en sorte qu'ils deviennent moins solubles puis ils coulent jusque dans le fond. Les sels, on ne peut pas faire ça en milieu naturel, c'est pas quelque chose qui se fait. Les organismes, ils ne peuvent pas le manger. C'est un élément de base du tableau périodique. Il ne va pas se décomposer. Il ne va pas être mangé. Il ne va pas s'accumuler dans leur tissu. Le soleil ne va pas le détruire. Le temps ne va pas le détruire. Il va juste rester là, puis suivre l'eau où est-ce qu'elle s'en va. Puis éventuellement, ils vont aller dans le fleuve, dans l'océan, puis il va partir. En théorie, donc, la seule façon d'enlever le sel en milieu naturel, c'est de la diluer. Selon le même principe que si vous faites une sauce à spaghetti à la maison, vous échappez votre salière dedans, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous voulez rattraper votre sauce à spaghetti, vous pouvez faire 4 ou 5 autres batchs de spaghetti puis les mélanger tout ensemble, puis espérer que ça goûte moins salé que la première que vous avez faite. Dans les lacs, les rivières, c'est un peu la même chose. Il va y avoir des entrées d'eau, que ce soit des rivières ou de l'eau souterraine ou de l'eau de ruissellement qui fait juste percoler sur le sol. Et l'idée, c'est que l'eau qui rentre soit moins salée que le lac. Puis à long terme, si le lac se mélange, ben, il va finir par être au complet moins salé que ce qui était avant. C'est l'idée. Je dis en théorie parce qu'on ne l'a pas observé. On n'a pas observé des endroits où on a coupé les sels de voirie et que après, il y a eu une dilution, puis un retour à la normale. Pas parce que c'est pas possible, juste parce que ça n'a pas été observé. Il n'y a pas des gens qui ont mesuré ces choses-là, donc on n'a pas la preuve que ça fonctionne, mais en théorie, c'est possible. On l'a observé avec des effluents industriels. Donc, quand on a coupé les effluents industriels, où il y avait beaucoup de chlorure, les grands lacs, c'est sur les grands lacs sont devenus moins salés après. Donc, en théorie, ça fonctionne. Mais pour que ça fonctionne, il faut que l'eau qui arrive au lac par après soit moins salée. Donc, il faut qu'on aille couper quelque part. Que si on maintient tout pareil, ça va augmenter ou rien changer. Il faut absolument, pour que ça change, qu'on change les entrées. La dernière notion que je voudrais aborder, c'est celle du délai de traitement. Supposons qu'on détecte qu'un lac ou une rivière est à risque, que ce soit parce qu'il s'approche du seuil ou qu'on a vu des effets négatifs, et que dès qu'on détecte qu'un lac est à risque, tout le monde, la ville, le ministère, les citoyens, tout le monde arrête demain matin toute utilisation de sel sur le territoire. Malgré ça, il est quand même possible que ça prenne plusieurs années, voire plusieurs décennies, avant que les chlorures baissent dans la rivière ou le lac en question. La raison pour ça, c'est que je disais au début que les sels vont pouvoir aller dans les sols puis dans l'eau souterraine. Et dans ces endroits-là, ça va être plus long que dans un lac, ou surtout plus long que dans une rivière, avant que ces réservoirs-là soient épuisés. Donc, même si on n'en met plus, on en a encore beaucoup dans les sols puis dans l'eau souterraine qui vont continuer d'alimenter nos cours d'eau en eau salée. Et ça peut être très long avant que ce soit vidé complètement. L'eau, dépendamment du moment où on détecte le problème, de l'intensité du problème, des délais administratifs, politiques, économiques, des délais naturels, il se peut qu'un lac ou un cours d'eau, même suivi, même si on avertit d'avance, subissent des pertes conséquentes au niveau des espèces disparues ou même du fonctionnement de l'écosystème avant qu'on arrive à faire des changements sur l'eau. Ces pertes-là peuvent être réversibles parce que les écosystèmes sont extrêmement résilients. Et ça se peut aussi qu'ils soient irréversibles. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse nécessairement le prévoir, du moins pas de façon générale. Donc, ça serait au cas par cas de voir pour chacune des espèces, chacun des milieux, si c'est possible que ce soit réversible une fois que les effets sont arrivés. Une des questions qui revient souvent quand on parle des effets négatifs des sels de déglaçage, parce que j'ai l'impression depuis le début que ce que je fais, c'est démoniser les sels à base de chlorure, c'est, ben OK, d'abord on n'en met plus des sels à base de chlorure, puis on met d'autres choses.
Non. Déjà non, mais je vais expliquer un peu pourquoi je pense que non. Il y a des endroits restreints géographiquement où, je pense notamment aux aéroports, où on utilise d'autres sels ou d'autres produits chimiques pour déglacer. La raison principale, c'est que le chlorure de sodium, c'est corrosif, donc ça induit la rouille. Puis la rouille, c'est drôlement plus important sur les avions que sur nos autos. S'il y a un trou dans un avion, c'est pas mal plus grave que s'il y a un trou sur notre voiture. Donc, dans ces contextes-là, très précis, très localisés, c'est un peu moins problématique qu'on se rabatte sur des produits qui sont un peu plus toxiques, qui coûtent un peu plus cher, mais qui font la job. Mais pas partout, parce que les produits déglaçants qu'on utilise dans les aéroports, ils sont souvent au moins plus chers, sinon plus toxiques que les sels à base de chlorure. Donc, ce n'est pas une alternative qu'on veut avoir partout. La plupart des autres alternatives que je connais sont des sels à base de chlorure, mais sous une autre forme. Souvent, on nous parle des copeaux de bois, mais c'est des copeaux de bois qui ont été mouillés au chlorure de magnésium, par exemple, au chlorure de calcium, ou même au chlorure de sodium. Mais dans tous les cas, ça reste des sels à base de chlorure. Le jus de betterave, c'est la même chose. C'est du jus de betterave qui a été mélangé avec le chlorure de sodium, par exemple, pour qu'il adhère mieux à la chaussée, qu'il colle un peu plus. Pour pas qu'il soit chassé de la route avant de pouvoir avoir fait fondre la glace pour qu'il colle. Il y a aussi toutes sortes de mélanges inconnus qui sont faits par des compagnies qui mélangent des produits qu'on ne sait pas trop, parce que comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas obligés de tout déclarer ce qu'ils font, là, tant que ça fonctionne et que c'est légal pour les autres produits qu'ils mettent dedans, je veux dire. On ne sait pas exactement ce que c'est. Peut-être que ça, mettons, ça fait que c'est plus efficace à basse température. Mais ce n'est pas vraiment des alternatives, parce que ça reste des sels à base de chlorure qui sont mélangés avec d'autres choses. Et cet ajout-là, il peut être autant, sinon plus problématique que les chlorures de sodium. Même le jus de betterave, même les copeaux de bois, ça a l'air de rien, mais dans une rivière, par exemple, si ça s'accumule en trop grande quantité, ça peut consommer tout l'oxygène à cause de leur dégradation par les bactéries, puis faire en sorte qu'on va tuer tous les poissons. Je dis ça, là, c'est un exemple extrême, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête. C'est pas parce que ça nous semble inoffensif que ça n'a pas aussi des effets. Finalement, l'utilisation du sable, de petites pierres, c'est bien. C'est quelque chose qui se fait souvent quand on parle de routes un peu plus moins entretenues par les sels. Le sable, par contre, il est aussi mélangé avec un peu de sel à base de chlorure. Généralement, on parle d'environ 5% en volume, parce que sinon, le sable, l'hiver, il gèle, tout simplement. Donc, ça ne serait pas possible de l'étendre s'il n'y avait pas un peu de sel dedans. Et le sable, lui, il peut contenir beaucoup de nutriments, dont du phosphore, et ça, c'est pas quelque chose qu'on veut pour les floraisons d'algues bleues vertes. Donc, les sels de voirie, c'est pas parfait, mais c'est actuellement la méthode la plus sûre qu'on connaît pour déglacer les routes en protégeant le plus possible l'environnement puis les organismes qui vivent dans nos lacs et dans nos rivières. Ceci étant dit, ça n'empêche pas qu'il faille l'utiliser intelligemment. Et la plupart des développements technologiques actuels et les politiques gouvernementales vont dans le sens de réduire au minimum l'utilisation des sels à base de chlorure. Donc, calibrer les camions pour qu'ils changent automatiquement en fonction de la température, de l'état de la chaussée, sensibiliser les camionneurs qui épandent des sels de voirie, pré-mouiller le sel pour qu'il colle mieux à la chaussée, des choses comme ça. En ce moment, comme les sels à base de chlorure ne sont pas réglementés et que c'est relativement peu coûteux, on ne fait pas particulièrement attention à faire attention. Mais il faudrait. L'exemple le plus flagrant, c'est sur les trottoirs. Normalement, on a besoin seulement d'une cuillère à soupe de sel étendue sur 1 mètre carré de sol pour faire fondre la glace. Ça, c'est à peu près 1 carré de trottoir. Une cuillère à soupe. Je vous laisse vous imaginer quelle quantité vous avez vu, surtout dans la ville de Québec. Là, on est à plus que ça. Donc, l'étape ultime pour réduire les sels, c'est d'un jour complètement arrêter. Certaines villes le font dans le monde, certaines villes au Québec le font aussi. On qualifie cet endroit soit de route blanche ou de ville blanche. Cet extrême-là, ça demande
une collaboration citoyenne parce qu'une ville ne peut pas mettre en place des pratiques comme ça si les citoyens ne sont pas prêts à changer leurs habitudes de vie. On ne peut évidemment pas conduire sur de la neige ou sur de la glace comme on conduit sur de l'asphalte. Et c'est aussi une pratique qui doit être faite de façon plus globale pour être vraiment efficace. Parce que si on a à utiliser des pneus à clous pour se promener autour de chez nous un peu plus en région, mais qu'on travaille en ville, là où c'est déglacé sur l'asphalte, puis qu'on ne peut pas rentrer en ville avec nos pneus à clous, ça cause des problèmes. Donc, il y a des détails techniques comme ça qu'il faut prendre en compte quand on met ces pratiques-là en place, puis il faut que ça se fasse à plus grande échelle. Donc, les changements se mettent en place depuis plus de 20 ans au Québec. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais il faudrait que le rythme s'accélère un petit peu. Avec le délai de traitement qui est dû à l'accumulation de sel dans les sols, plus on retarde les actions, plus on handicape pour longtemps nos plans d'eau. Donc, si vous aviez 3 choses à retenir de la présentation d'aujourd'hui, ce serait que les critères de la protection de la vie aquatique sont utiles, mais on ne devrait pas les interpréter de façon catégorique comme « tant qu'on n'est pas là, tout est correct ». Dans le doute, il vaut mieux agir trop tôt que trop tard parce que quand on agit, ça va prendre longtemps avant que les effets se fassent sentir. Et je ne pense pas qu'il faille chercher d'alternatives. La bonne solution, c'est d'utiliser les sels à base de chlorure, mais il faut en utiliser le moins possible et tendre vers une indépendance complète des produits de déglaçage. Donc, merci. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette belle présentation. Je pense qu'on a tous appris des bonnes notions. En attendant que les gens commencent à envoyer les questions, j'aimerais revenir sur un élément majeur, je pense qu'Isabelle a mentionné. C'est d'une part, c'est la question, on doit toujours avoir le seuil de référence, d'où ce qu'on est parti en termes de conductivité, c'est-à-dire comme celle de Vaury à l'état naturel. Et pour vous donner une idée à quel point que je pense nos préoccupations sont justifiées quand on regarde juste le bassin versant de la principale prise d'eau de la Ville de Québec. En amont, complètement en amont de ce bassin versant-là, on a une conductivité spécifique qui est en bas de 20 microsiemens par centimètre. Quand on arrive au lac Saint-Charles, à l'entrée du lac Saint-Charles, on a déjà une médiane au-dessus de 100 microsiemens avec des extrêmes qui dépassent les 185. Des fois, l'hiver, ils vont jusqu'à 450, 500 microsiemens. Et ensuite, ça continue à augmenter de manière constante jusqu'à la prise d'eau principale. Et on a des endroits où on parle, comme au lac Clément, dans les affluents, de 5000 microsiemens. Donc, c'est certain que par rapport aux milieux dans lesquels on se trouve, on a potentiellement un problème. Donc, les questions commencent à rentrer. J'en ai une qui vous ne voyez pas sur le Facebook Live. Elle est arrivée d'un autre moyen. Et c'était la question sur est-ce que ça serait possible, je reformule la question un peu, mais est-ce que le ramassage de neige serait efficace si, mettons, on ramassait davantage la neige puis l'on l'amenait ailleurs pour un autre milieu pour avoir l'effet de dilution? J'aimerais peut-être, Madame Fournier, si vous voulez donner un premier élément de réponse. Il faudra en amener beaucoup, je pense. Là. Si on veut amener de l'eau pour diluer nous-mêmes, comme si on vidait nous-mêmes de l'eau pas salée dans un lac, est-ce que c'est ça que je comprends de la question? Est-ce qu'on voudrait, mettons, mettre de la neige pas sale? En fait, c'est de partir peut-être, si, par exemple, je pense à l'image. Là, on a toute la nouvelle tronçon de l'autoroute dans le secteur et on ramasserait davantage la neige plutôt que de l'envoyer sur les côtés et d'amener toute cette neige-là ailleurs. OK. Non, je pense pas que... déjà, ça serait logistiquement compliqué, puis il faudrait le faire tout le temps, puis ramasser la neige qui est sur le côté aussi. Donc ça a été un des projets dans ma thèse. On a mesuré les concentrations de sel pendant tout l'hiver, donc de décembre jusqu'à mai, jusqu'à la fonte complète. Quand on a arrêté, c'était sur le gazon, puis on a été à la première neige qui est tombée.
mesurer les chlorures sur la neige en bordure des routes jusqu'à 20 mètres. Puis les chlorures, ils ne se rendent pas jusqu'à 20 mètres, mais ils se rendent au moins jusqu'à 5 mètres. Et ça fait beaucoup quand même, 5 mètres en bordure des routes. On ne peut pas ramasser toute la neige sur 5 mètres. Donc, on va en laisser, c'est sûr. Et chaque fois qu'il fait chaud, puis je ne parle pas chaque fois qu'il fait 15 degrés où on peut sortir dehors sans nos manteaux. Je parle chaque fois que la température passe au-dessus de zéro, même si c'est juste pour un jour ou deux, le sel qui était dans la neige, mais il est parti. Il s'est déplacé. Soit il est allé dans les sols si le sol n'est pas assez gelé, soit il s'est déplacé directement dans les rivières jusque dans le lac. Et ça arrive même au milieu de l'hiver, chaque fois qu'il fait un peu chaud. Alors, si on peut prévoir qu'il va faire au-dessus de zéro, aller ramasser la neige avant jusqu'à 5 mètres au bord des routes sur tout le tronçon de l'autoroute, oui, mais je ne pense pas que c'est quelque chose réalistement qu'on peut faire tout le temps sur tout l'hiver, puis il faut espérer qu'on l'aille attraper avant qu'il s'en aille. Okay. Puis j'aimerais renchérir parce que c'est une question quand même très importante. C'est que ce qu'il faut garder aussi en tête, et ça je pense c'est majeur, c'est que les sels de voirie, donc tout ce qu'on émet et pense sur nos autoroutes, finit aussi par se mélanger avec tous les autres résidus, les hydrocarbures, tous les autres résidus. Donc ça devient des mélanges qui sont potentiellement très toxiques aussi et qui vont avoir d'autres effets. C'est pour ça qu'au Québec, il y a une réglementation très sévère quant à l'entreposage des sels de voirie et aussi à la disposition des neiges. Donc, il existe plusieurs dépôts en neige au Québec, qui sont réservés pour les neiges qu'on ramasse dans les rues où il n'y a pas assez d'espace nécessairement pour toute la mettre. Et ces dépôts en neige-là sont très réglementés par rapport à leur dépôt, à la gestion des eaux résiduelles. Et en plus, pour la plupart du temps, dans les hivers un peu plus difficiles, elles ne suffisent même pas à la demande d'entreposage. Donc, on va prendre la prochaine question. Il y a monsieur qui pose la question. Je m'inquiète beaucoup pour les mulettes. Est-ce qu'on sait beaucoup de choses sur l'effet des sels sur les mulettes? J'ai manqué un bout de la présentation. Désolée si c'est déjà répondu. Est-ce que vous avez une réponse sur les mulettes spécifiquement, Madame Fournier? Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Désolée. En fait, peut-être le terme, mais on pourrait peut-être vous revenir par écrit sur cette question-là par après. Merci pour la question. J'ai une question ici. Les panneaux solaires pour construire nos routes, donc ça serait de réchauffer les routes, j'imagine, pour que ça puisse fondre. Je ne connais pas cette solution-là. Est-ce que vous en avez entendu parler? J'ai entendu parler pas seulement de celui-là, mais d'autres façons de chauffer les routes aussi. Ça reste quand même une alternative qui est coûteuse. Là. Ça coûte cher faire ça. Après, si c'était un moyen efficace, c'est vrai que s'il n'y a pas de glace qui se forme, il n'y en a pas de problème, mais ça me semble quand même un défi d'ingénierie important, que ces routes-là, ils résistent longtemps. Sans qu'on a déjà de la misère à mettre en place des routes d'asphalte qui durent longtemps. Donc, si c'est des routes qui, en plus, ont une composante technologique à entretenir, est-ce que ça va vraiment sur le long terme? Est-ce que c'est une solution qui est envisageable sur l'intégrité du réseau routier? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une solution qui est envisageable sur des petits tronçons qui traversent, par exemple, des bassins versants de très eau potable ou des endroits plus à risque? C'est peut-être quelque chose qui peut être considéré aussi, mais je ne pense pas que c'est une solution qui est viable à la grandeur du réseau routier du Canada. Donc, potentiellement proche des zones particulièrement sensibles, potentiellement, mais pas à de large. Non, proche des zones sensibles ou des zones les plus impactées. Donc, les zones où on épand le plus de sel en ce moment, où on n'en épand pas tant que ça, mais où les écosystèmes à proximité sont très sensibles. Donc, un ou l'autre. Merci. Une autre question, je vais donner une partie de la réponse à cette question-là, puis je vais vous laisser donner des exemples aussi. On a la question, que doit-on faire pour qu'un chemin autour du lac devienne une route blanche? Qui peut nous accompagner? En fait, il y a au Québec plusieurs villes
qu'ils ont déjà introduit ce concept-là. Au Saguenay, dans le coin de Magog, on a d'ailleurs une étude qu'on pourrait partager qui donne les exemples au Québec. Donc, la manière en fait, ça fonctionne tout le temps, c'est que les autorités sont très concernées par deux choses. Une chose, c'est la sécurité, évidemment, des usagers de la route. Et l'autre, c'est les plaintes quand les routes ne sont pas très bien déneigées ou les trottoirs ne le sont pas. Donc, ils sont très sensibles à ces plaintes-là. Et généralement, les gens se plaignent quand ce n'est pas assez bien déneigé, qu'il n'y a pas assez de sel, mais les gens ne se plaignent pas parce qu'il y a trop de sel. Alors, si on renversait la vapeur, en fait, il faut que ça vienne de la population de demander qu'on réduise l'application des sels de voirie, qu'il y a une volonté qui est derrière. Donc, on doit travailler vraiment, si on veut, du bottom-up vers le haut pour demander qu'on le réduise. Puis, je vous donne un exemple très concret parce qu'il y a une autre source de sel de voirie qui est inutile, si on veut, et c'est les abats poussières sur des chemins de terre alentour des lacs, par exemple. On n'a pas besoin de ces abats poussières-là qui sont des produits tout autant nocifs pour les lacs. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de réduire la vitesse, demander à la municipalité de cesser l'épandage des abats poussières et demander à tout le monde de rouler plus lentement et de défendre ce point-là. Mais je vais laisser Mme Fournier donner un exemple aussi parce qu'elle a un beau exemple, je pense, un bel exemple à donner de la Norvège. Ah oui, en Norvège. Mais après, je me souviens plus comment c'est le nom de la ville. C'est Uleå, je pense. Après, comment ça se prononce, c'est une très bonne question. Mais cette ville-là, c'est une ville qui est complètement blanche, en fait. Ce qui est quand même intéressant parce que les chercheurs qui ont étudié cette ville-là, ils ont mesuré, comme moi j'avais fait, par exemple, les sels dans la neige en bordure des routes, et ils en ont trouvé quand même, malgré qu'ils en épandent pas du tout. Et ça, c'est que les voitures qui vont dans les autres villes autour et qui ramènent le sel dans cette ville-là. Donc, c'est quand même quelque chose qui est possible. En fait, cette ville-là, je ne sais pas combien ça fait d'années qu'elle est blanche et j'arrive pas à lire les documents légaux. J'arrive pas à trouver comment je fais pour avoir des documents légaux. J'ai vu dans les articles scientifiques, mais oui, il y a des villes entières même qui sont blanches. Donc, ça se fait. Ils vont à l'épandage de sable, de petites pierres et au grattage un peu plus régulier pour maintenir la chaussée dans un état adéquat. Merci. Donc, on va partager après la rencontre aussi les documents qui font office d'exemple au Québec notamment. Et on a une autre question ici. J'ai entendu que la marque de café constitue une alternative plus écologique au sel de voirie. Est-ce un mythe? Moi, j'ai entendu parler. C'est ça, Isabelle, c'est la première fois que vous en entendez parler, c'est ça? En fait, je n'ai entendu parler pas plus tard que ce matin. Et en fait, il y a deux considérations qu'on a par rapport à ça, puis c'est vraiment sur le chaud, en fait, que je tente une réponse. Première des éléments, on est en train d'étudier présentement les contaminants d'intérêt émergent qui se retrouvent dans les eaux qu'on peut utiliser comme un traceur d'indication d'activité humaine et quel est potentiellement l'effet de ces résidus d'activité humaine sur la biologie. Et la caféine est un très bon traceur. Les animaux ne boivent pas de café. Alors, on sait que la caféine est un traceur de l'activité humaine des eaux usées résiduelles, des installations septiques autonomes, usines de traitement d'eau usée. Mais la caféine aurait vraiment à très faible dose un effet assez délétère sur les espèces. Alors, il faudrait vérifier quelle est la dose LD 50 ou bien même les effets, mais apparemment, ça a vraiment un effet délétère. Il y a des articles qui vont sortir à ce sujet-là prochainement. Donc, et aussi, l'autre élément, la marque de café, ultimement, c'est de la matière organique aussi. Alors, c'est un peu comme le jus de betterave, c'est de la matière organique, ça enrichit les milieux et ce n'est pas nécessairement non plus une solution, c'est encore une fausse solution de remplacement, si on peut le dire comme ça. On a une autre question. Ici, un instant, je regarde. J'ai une question ici qui va devoir être répondue peut-être plus longuement, mais on peut tenter une réponse peut-être ensemble. J'ai la question ici, quelles sont les dates ou les conditions hydrologiques à cibler afin de construire un portrait de référence sur une année si nous avons sorti d'échantillonnage? C'est une grosse question. J'ai une très, très longue réponse d'à peu près une demi-heure là-dessus.
Est-ce que, dans ce cas-là, peut-être nous mettre plutôt en contact direct pour qu'on réponde à ça, parce que c'est une grosse question qui demande beaucoup de réflexion pour y répondre. Il y a plusieurs volets. On est d'accord? Ouais. Parfait. Ensuite, une autre question ici. Après un changement, on doit refaire une passe de sel et d'abrasif car ça devient une vraie patinoire après l'opération de chargement. L'idéal pour prévenir la glace est de gratter au fur et à mesure que ça tombe. Le nombre de passages de la machinerie est un compromis versus budget disponible. Donc, c'est moins une question qu'un commentaire, je m'excuse. Ah oui, une question ici. On comprend donc que l'effet des chlorures se fait surtout sentir sur les lacs. Selon les mesures que vous avez effectuées, est-ce que l'effet sur les rivières se dissipe rapidement une fois le dégel printanier terminé? Voulez-vous commencer, Mme Fournier, puis je vais pouvoir renchérir? Une grosse différence entre les lacs et les rivières, c'est que l'eau dans les rivières va transiter plus rapidement. Donc, souvent, mais ils vont recevoir, ça va être moins dilué parce que leur volume est moins grand. Donc, ils vont subir des changements qui sont extrêmement importants comparés aux lacs. Ils peuvent passer d'un extrême à l'autre très, très rapidement et la plupart du temps, en fait, dans les rivières, on dépasse les seuils aigus très fréquemment parce que ça arrive en pic et il n'y a pas beaucoup d'eau pour diluer l'eau salée. Donc, je ne dirais pas que... Moi, j'ai travaillé plus sur les organismes des lacs, mais je ne dirais pas que les organismes de rivière sont moins impactés. Ils sont impactés peut-être un peu moins longtemps, mais à des concentrations qui n'ont rien à voir, qui sont très, 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 très élevées. Donc, on parle plutôt d'effets aigus en plus des effets chroniques, parce que même dans le bassin versant, la prise d'eau potable de la rivière Saint-Charles, sur les données de l'appel, puis sur les données de ma thèse aussi, même hors période de fonte, on est capable de savoir quelles rivières sont plus contaminées, puis sont dans les zones plus urbaines, puis reçoivent plus de chlorure, même si ce n'est pas au moment où on s'attendrait à ce que les chlorures arrivent. Donc, en tout temps, leur conductivité est plus élevée. Donc, c'est pas un problème le problème est plus important en période de fonte, puis en période quand ils reçoivent les eaux salées de fonte. Mais c'est un problème qui est à l'année longue, puis je pense qu'ils sont pas moins à risque que les lacs, sinon plus. Oui, bien en fait, là, je suis 100% d'accord avec vous. Puis en plus, ce qu'on observe, que si, en fait, on parle en environnement souvent aussi d'un bruit de fond et on voit augmenter avec, on a quand même beaucoup d'années de suivi maintenant et on voit que le bruit de fond, le niveau de base de conductivité ou de sel dévoré dans les rivières et les lacs est en constante augmentation et que les pics sont observés dans les zones les plus affectées. On peut observer des pics en toute saison. Et ça, c'est entre autres, ça peut s'expliquer entre autres par le concept que Mme Fournier a expliqué tout à l'heure, c'est que les ions chlorures sont excessivement solubles et elles vont très rapidement vers les eaux souterraines. Donc, dans les périodes, il faut toujours savoir qu'une rivière ou un lac sont alimentés en période d'étiage, donc en période de sécheresse, elles sont alimentées par les eaux souterraines. Et sont chargés par les eaux de surface et évidemment l'infiltration dans les zones où il y a des fortes pluies. Donc, on va retrouver en plein été des pics de sel qui sont énormes, autant dans les rivières que dans les lacs, parce qu'ils sont alimentés par les eaux souterraines surchargées en sel de vorie. Ensuite, j'ai une question ici. C'est vraiment bonne cette question-là. Est-ce que limiter le ruissellement est démontré efficace pour... Est-ce que de limiter le ruissellement est démontré efficace pour limiter l'apport des sels de vorie dans les cours d'eau, bandes riveraines, biorétention, etc.? Voulez-vous vous lancer? Parce que je n'ai des éléments de réponse, mais allez-y d'abord peut-être. C'est quelque chose qui est complexe parce que l'eau de ruissellement, ça dépend à quelle hauteur on l'attrape. Parce que si on l'attrape à hauteur de la route ou sur le côté des routes, très, très proche des routes, on peut réussir peut-être à attraper le plus gros des sels. Si on l'attrape, disons n'importe où, mais avant d'arriver au lac, le sel en chemin, il a eu le temps d'aller dans d'autres rivières, il a eu le temps de s'infiltrer dans les sols, d'aller dans l'eau souterraine.
quelle quantité on attraperait dans ces marais filtrants-là, dans ces endroits d'infiltration qui ne sont pas directement sur le côté des routes, ça me semble un peu plus limité sur la quantité totale qu'on pourrait attraper. Et aussi, les marais filtrants, c'est intéressant. Il y en a un qui est installé proche du lac Saint-Augustin, puis il attrape une certaine quantité de sel. Il attrape vraiment pas toutes les sels qui passent. Il en attrape à peu près la moitié de ce qui rentre dans le système. Et ça, c'est ce qui passe par le système et qui passe par le système pendant l'été, pendant que les plantes sont capables de capturer. Le problème, c'est que l'hiver, les plantes ne sont pas actives, donc elles ne vont pas être capables de capturer les sels, ni au début du printemps quand ils sont encore dans la glace. Et ça, c'est problématique parce que, oui, l'été, comme le disait Sonia tantôt, ça peut être une période importante, mais la période de fonte, c'est l'autre période très importante. Puis si on n'est pas capable d'attraper les sels à ce moment-là, on attrape la moitié de la moitié d'une partie de tout ce qu'on prend. Ça reste utile, mais c'est pas ça qu'on veut en absolu. Ça ne va pas régler tous nos problèmes. Bien, merci beaucoup. Ça nous amène au mot de la fin. Merci beaucoup pour votre présence à tous. Ce qu'on aimerait souligner en terminant, c'est un élément vraiment important. C'est que même si on n'a pas un effet peut-être direct pour réduire les sels de voirie sur les autoroutes, les chemins un peu partout, on devrait aller vers une vision où ce qu'on demande, on se mobilise pour la réduction. Et sur le plan individuel, il y a d'autres sources de sel sur lesquelles on peut travailler. Tous ceux qui sont peut-être ici aujourd'hui, qui vivent alentour des petits lacs où il n'y a pas des enjeux d'autobus scolaires, qu'il n'y a pas les enjeux d'être desservis par un RTC et des éléments comme ça qui sont peut-être encore plus critiques, c'est de dire, est-ce qu'on ne veut pas faire le choix comme société de dire, on va retourner comme dans les années 50, 60, 70, ou des endroits où on a des routes blanches pour dire, on va réduire la vitesse tout simplement pour assurer notre sécurité et d'enlever au maximum les sels de voirie, d'enlever les abats poussières l'été. Et aussi, il y a d'autres sources qui sont non négligeables. C'est, entre autres, il y a une tendance vers des piscines à sel. Donc, au lieu qu'ils soient traités au chlore, elles sont traitées avec des filtreurs à sel et où l'eau est salée tout court. Ce n'est pas vraiment très bien non plus parce que tout ce que vous vidangez de vos piscines à sel va se retrouver dans un réseau d'égouts pluvial, va se retrouver dans un lac et une rivière. Et il y a des villes, de plus en plus de villes qui interdisent maintenant des piscines à sel. La même chose pour des personnes qui utilisent des filtres d'eau avec des adoucisseurs à base de sel. Ça, on peut réduire chez soi. Donc, il y a plusieurs éléments où on peut considérer que les sources sont toujours multiples. Et on doit toujours réfléchir à agir local, penser global. Donc, je pense qu'on revient un petit peu là-dessus que chaque petit geste aussi compte. Donc, il ne faut pas être découragé par le fait qu'on parle de 1,5 million de tonnes parce qu'on peut se permettre d'agir localement pour faire une différence et d'en parler pour que la tendance soit renversée. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit quelque chose, Mme Fournier, par rapport à ça, avant que je présente qu'est-ce qui s'en vient chez Agiro. Une très belle conclusion, merci. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mme Fournier. Merci à vous tous. Donc, on vous invite de revenir nous voir le 3 mars. On parlait d'intégrité écologique aujourd'hui. Agiro a réalisé avec des nombreux partenaires une des plus grandes études sur l'intégrité écologique du bassin versant de la rivière Saint-Charles, probablement au Canada. Le chargé de projet de ce projet-là était Alexandre Bérubé-Tellier, qui va nous présenter les résultats de cette étude-là, suivie de la qualité d'eau, inclure des bioindicateurs pour ajouter une dimension biologique à la compréhension des milieux, le 3 mars à midi. Et j'aimerais ça également vous inviter au lancement de Autrement, épisode 7 en fait, c'est Autrement 2, l'épisode 7 sur les sels de voirie, qui sera disponible sur les ondes de ccap.tv le 22 mars. Et il y aura entre autres Mme Fournier, mais d'autres acteurs qui vont vous parler davantage sur la problématique des sels de voirie.
Donc, merci beaucoup à vous tous. Et s'il y a des questions qu'on n'a pas répondues, on va le faire par écrit sur le chat. Au plaisir.